bien. Alors, on me demande souvent pourquoi on a fait le festival du livre de poche. Et ben, ça me permet d'avoir gratuitement, enfin, je veux dire, moi personnellement, d'avoir les gens voilà, des rêves de rencontres. Et puis, ça me permet de les avoir comme ça. Et Francis Huster, ça a toujours été une de mes idoles, de ces personnes qui m'a fait aimer le théâtre, mais les livres aussi à travers le théâtre. Et là, alors là, j'avoue qu'il m'a surpris parce que je l'attendais pas là. Hein. J'ai des idoles, j'ai des références en philosophie, c'est Camus. Enfin, c'est même pas un philosophe, c'est plutôt une façon de vie, de voir les choses et les gens. Et Francis Huster, il y a quelque temps, a écrit un livre qui est celui-ci, qui s'appelle Un combat pour la gloire, Albert Camus. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que... Oh là là, j'étais un peu sceptique. Et une fois que vous êtes dedans, j'ai été fasciné. Déjà par le style. Alors, il écrit bien, hein, donc ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui font du théâtre. Il a un très très beau style, et puis il m'a scotché, il m'a remué, parce qu'Albert Camus, pour moi, c'est une de mes idoles. Et c'est plus qu'un livre sur Albert Camus, c'est un livre sur une façon de vivre, sur une façon de voir l'époque, sur la Seconde Guerre, sur le racisme, sur l'humanisme. Enfin, c'est un livre dont on rêve. Et je voulais savoir... pourquoi Albert Camus là? Parce que le précédent c'était Dior, et là, voilà, pourquoi Albert Camus c'est dans votre vie, c'est Parce que, en fait, quand j'ai commencé à vouloir faire du théâtre, j'étais complètement fasciné au lycée par la vie de Louis Jouvet, de Jean-Louis Barrault, de Pierre Dux, chacun dans des domaines différents, mais ils étaient en fait liés tous les trois. Et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que le théâtre du XXe siècle a été totalement bâti sur les mousquetaires du théâtre, c'est-à-dire, comme les trois mousquetaires, ils étaient quatre, Batty, Dulin, Copeau et Jouvet. Et ces quatre hommes, il faut se souvenir qu'il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de cinéma. Donc ça veut dire que l'interprétation des acteurs sur une scène de théâtre était totalement différente que celle qu'on peut imaginer aujourd'hui. Pour donner un exemple précis, quand on joue au football au début des années 30, 40, au moment où le football prenait un essor considérable, chacun était à sa place. C'est-à-dire que celui qui était à l'arrière, il passait jamais le milieu du terrain. Et celui qui était à l'avant, il était de l'autre côté. Il venait pas défendre. On a vu une des premières fois un but marqué par un arrière, par Roger March, dans un match international contre l'Espagne, où tout d'un coup, alors que la France menait avait déjà mis 5 buts, et où March est venu. C'était étonnant qu'un arrière mette un but. Ce qui veut dire qu'il a fallu attendre très longtemps dans le football, dans les années 80, pour que tout d'un coup, les avants reviennent à l'arrière défendre, que les arrières montent et que toute l'équipe joue dans tous les sens. C'est pareil pour le théâtre. Au début, l'acteur de théâtre, sur une scène, il n'était même pas de dos, il n'était même pas de profil. Il jouait face à la salle pour qu'on l'entende, pour qu'on voit sur son visage le gros plan de ses émotions. On oublie ça, complètement. Et la mise en scène ne consistait pas à offrir d'une façon réaliste le lieu, le décor, les costumes. C'était la mise en scène du texte. Quand Molière écrit ses pièces au XVIIe, Corneille, Racine, quand il y a par exemple des pièces comme Cinna, qui racontent donc l'histoire romaine, les acteurs n'étaient pas en costume de Romains. Ils étaient avec les perruques Louis XIII. En costume Louis XIII, la seule chose qui comptait, c'était le texte. Et les acteurs jouaient face pour qu'on les entende. Et ils ne jouaient pas d'une façon naturelle. Ils psalmodiaient. C'était presque de l'opéra parlé. Alors, jusqu'au début du XXe siècle, le théâtre était donc comme un autre monde qui n'avait aucun rapport avec la réalité. Et puis, il s'est passé qu'en Russie, un metteur en scène qui s'appelait Stanislavski a reçu un jour des pièces d'un pharmacien qui s'appelait Anton Tchekhov et qui croyait avoir écrit des comédies.
Et il avait commencé par écrire des petites pièces en un acte. Et puis, il lui amène tout d'un coup à ce metteur en scène qui a une troupe, ses pièces. Et Stanislavski va monter les pièces de Tchekhov d'une façon réaliste. Donc, je rappelle, pas de cinéma, pas de télévision, d'une façon réaliste, comme si justement, avec 30 ans d'avance, il va faire ce que le cinéma va faire. C'est-à-dire, tu avais vraiment les vrais sièges, de la vraie bouffe, des vrais décors, et les acteurs dans cet univers réaliste ont donc été obligés de jouer d'une façon réaliste. Façon réaliste. Ça ne veut pas seulement dire qu'au lieu de dire « Madame, venez », comme on faisait à la fin, et de parler comme on parle tous les jours, ça veut dire aussi, et personne n'y a pensé, de prendre sur scène les respirations et les temps de la vie. Ça veut dire que, exactement comme dans la vie, tout d'un coup, les regards, les émotions, les silences prenaient autant d'importance que le texte. Alors qu'avant, il n'y avait pas de regard, il n'y avait pas d'émotion dans les silences. Les acteurs de tragédie, ils ne se voyaient même pas. C'est-à-dire que toi, tu étais là, tu jouais Thésée, et la fille qui jouait Phèdre, elle te tournait le dos toute la représentation. Tu ne la voyais pas. Donc, les acteurs lançaient leur texte. Alors, ils pouvaient avoir de l'émotion, tout ce que tu veux, mais ils lançaient leur texte. Dès l'instant où Stanislavski, lui, révolutionne le théâtre. Tchekhov et Foudrage veut reprendre ces pièces parce que ces pièces, qui étaient des comédies, si elles avaient été jouées d'une façon rythmée et théâtrale, devenaient des drames. Parce que tout d'un coup, dans les silences de la vie, dans les émotions et dans un jeu naturel, on s'apercevait que ce qu'on vit dans la vraie vie, ce sont des pièces de théâtre. On s'apercevait que tout d'un coup, même dans notre vie, les instants qu'on pouvait trouver drôles, comiques, irrésistibles, ils étaient sandwichés par des moments terribles, d'angoisse, de peur, de solitude humaine. Donc, cette révolution de Stanislavski est venue jusqu'en France. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le français, on le parlait couramment en Russie. Couramment. Donc, ça veut dire que les acteurs français, comme par exemple Lucien Guitry, qui jouait en français en Russie, à Saint-Pétersbourg, en français, 6 mois par an, des pièces françaises qui étaient jouées devant le tsar. Et donc, les Français, dont Lucien Guitry le premier, ont donc ramené en France cette méthode de jeu qui était le naturel humain. Ce qui fait que les auteurs se sont dit, on est obligé maintenant d'écrire pour le naturel humain, et que le texte qui était littéraire, dramatique, devenait un texte du quotidien, et qu'on passait de la littérature dramatique au dialogue. Au dialogue. Pourquoi je vous parle du théâtre? Tout simplement parce que ces 4 hommes, ces 4 metteurs en scène, qui vont révolutionner le théâtre dans les années 1910, 1920, 1930, avaient 4 successeurs qui étaient leurs successeurs naturels, et que ce premier cartel devait générer un second cartel, et que ce second cartel, il était écrit dans l'histoire pour être tenu par Jean Vilar, Jean-Louis Barrault, Albert Camus. Il en faisait partie de ce second cartel. Pendant que Jean Vilar est à 7, pendant que Barrault est en train de tripatouiller les décors, de faire la machinerie, de tout faire chez Charles Dulin, précisément au théâtre de l'Atelier. Jouvet croisera la vie de Vilar, il va le diriger comme jeune comédien. Albert Camus, lui, il se trouve en Algérie. Et tout destinait Camus à devenir ce grand metteur en scène, ce grand auteur, ce grand comédien de théâtre. Et sa vie a été détournée parce que les événements de sa vie, la mort de son père,
pendant la guerre 14-18, cet homme qui n'a jamais mis les pieds en France et qui se trouve tout d'un coup avec un uniforme du régiment des Zouaves, qui fait la bataille de la Marne et qui est tué tout de suite, et qui donc laisse à son petit garçon, qu'il connaît à peine, un bout de métal du boulet qu'il a tué pendant la guerre, qu'on a enlevé à l'hôpital ici en France. Il n'a même plus le corps de son père. Et ce petit bout de métal qui reste sur la table dans le salon, avec une mère qui est analphabète, illettrée. Comment voulez-vous imaginer que ce petit garçon va devenir prix Nobel de littérature? C'est insensé. Comment vous voulez imaginer qu'au même moment en France, un petit garçon là en Provence, avec un père fou furieux, va devenir, parce que Dieu merci, il y a l'école de la République, va devenir boursier, va s'appeler Marcel Pagnol et va finir à l'Académie française et va faire les films les plus célèbres de l'histoire du cinéma. On est où là? On est où? On est dans un destin qui ne leur appartient pas et qui va les détourner chacun de leur voie. D'ailleurs, Pagnol et Camus passeront aussi par l'éducation, par être professeur, par être instituteur. Et ce sont ces deux guerres, 14-18, où Marcel Pagnol voit tous ses amis mourir à la guerre, ses copains de classe, et où Albert Camus se retrouve orphelin. Tout le destin va lui-même, comme dans un jeu d'échecs, manipuler leur vie. Alors, quand on parle de Camus, on doit parler d'une chose peut-être incroyable, c'est que cette autre vie, c'est comme si c'était Dr Albert et Mr Camus, il a eu deux vies. Et ces deux vies, dans la pesée de la balance entre la vie d'homme et la vie d'artiste, en l'occurrence écrivain ou comédien ou metteur en scène, elles sont à égale pesée. C'est-à-dire que 50% de l'âme que nous laisse Albert Camus, c'est pas seulement son œuvre, c'est sa vie en tant qu'homme. La même chose que pour Gérard Philippe, exceptionnel acteur, exceptionnel metteur en scène, mais sa vie en tant qu'homme est dans la même pesée. Et c'est important quand on parle d'un être humain, surtout un artiste, donc quelqu'un qui doit laisser une empreinte. C'est important de peser si cette empreinte, comme celle d'Édith Piaf, est à égale pesée entre sa portée d'artiste et sa portée d'homme. La portée de Charles Trenet ne pèse pas par rapport à son œuvre, qui pèse à 95%. Là, dans le cas d'Albert Camus, comme de Charlie Spencer Chaplin, on a une égale pesée. Donc, écrire sur Albert Camus, c'est forcément être à égale pesée entre le miroir, c'est-à-dire son œuvre, qu'on voit, qu'on reçoit, et ce qu'on ne voit pas, ce qui a porté son œuvre, l'autre côté de la pesée. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance, en 1963, de croiser la route de Jean-Louis Barrault et de Pierre Dux. Et non seulement de Jean-Louis Barrault et de Pierre Dux, qui ont été très proches de Louis Jouvet, donc aussi d'Albert Camus, mais de croiser la vie aussi de beaucoup de comédiens qui étaient dans la troupe de Jouvet, évidemment la troupe de Barrault et Renaud, puisque j'en ai fait partie, et puis la Comédie Française avec Dux. Donc, j'ai été tout de suite happé, et chez Dux, et chez Barrault, et tous ceux qui ont travaillé avec Jouvet, par cette incroyable présence d'Albert Camus. Incroyable. C'est-à-dire que dans cette pesée, la présence, une fois que le corps a disparu, a grandi comme une ombre gigantesque. Et dès le départ, dès que j'ai croisé la route de Barrault, une des premières choses que m'a dit Jean-Louis, c'est tu vas faire La Peste. J'avais 17 ans. Je lui ai dit, mais t'es complètement fou. Tu veux que je fasse La Peste? Non, 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 tu le feras pas maintenant, mais tu le feras. Et il me dit au théâtre Récamier, où je jouais La Nuit des Assassins, mis en scène par Roger Blin, et il me dit, c'est Camus qui veut. C'est Camus qui veut. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait monté donc l'adaptation après la guerre en 1947 d'État de siège à partir du bouquin La Peste, adaptation que Camus avait lui-même
écrite et où il s'était trahi lui-même en transportant l'action d'Oran et d'Algérie aux Asturies pour régler ses comptes avec Franco. Et à partir de là, toute ma vie, j'ai été croisé par le destin d'Albert Camus. Et j'ai passé, oui, 963 représentations de la peste, 1 million de spectateurs, un peu à travers le monde. Et je me suis aperçu que c'est très rare au XXe siècle. Je me suis aperçu de la différence entre, on le voit aujourd'hui, les vrais écrivains et ceux qui ne sont pas des vrais écrivains, sont des auteurs. C'est la différence entre la trace et une empreinte. La trace, c'est ce qu'on a laissé. L'empreinte, c'est ce qui continue même après vous. Et pour Albert Camus, ce qui est inouï, c'est qu'il fait partie de ces 10 auteurs, disons, dans le monde, français, chinois, anglais, etc., qui ne sont pas de leur pays, qui sont d'un autre pays, qui nous appartient et qui est notre intérieur. Et donc, quand on est au Venezuela, il est vénézuélien. Quand on est en Chine, il est chinois. Pour une raison très simple, c'est que les vrais écrivains, si on les assoit ici, les vrais écrivains sont comme les vrais peintres, les vrais, tout ce que vous voudrez, les vrais metteurs en scène. Ce sont des gens qui sont chez eux dans ce métier. Et on peut dire que, par exemple, les vrais écrivains du XXe siècle, les deux plus grands, c'est Marcel Proust et Louis-Ferdinand Céline. Alors, il y en a un, c'est le juif homosexuel allongé dans son lit et qui va réinventer un style tellement inouï qu'il va bouleverser le monde entier et qu'un Marcel Proust, il n'y en a qu'un seul en France, il n'y en a pas dans d'autres pays. Quant à Louis-Ferdinand Céline, le contraire, l'antisémite, le raciste, épouvantable ordure, un génie. Il invente, lui, un autre style et il n'y en a pas dans le monde entier. Alors, la pesée de la balance des 50% de la vie de Céline ou de Marcel Proust, chacun a son opinion. La pesée artistique, elle est exceptionnelle. Et vous allez dans le monde entier, et quand on demande quels sont les deux plus grands écrivains français du XXe siècle, c'est même pas la peine d'aller plus loin, c'est Proust et Céline. Mais, de la même façon qu'on peut dire que Léonard de Vinci, de la même façon que on peut trouver des peintres ou des musiciens, Beethoven, Shakespeare. Oui, ce sont les maîtres absolus. Mais, il se trouve qu'il y a une deuxième catégorie, quel que soit l'art, qui ne sont pas des maîtres absolus, qui ne sont pas des vrais écrivains, c'est-à-dire, ou des vrais peintres, qui ont un style, qui ont réinventé une sculpture humaine à travers leur œuvre. Il y a ceux qui sont là parce qu'ils nous représentent, nous, les gens normaux, et qu'ils ont mis le pied exactement comme dans l'eau. Ah, c'est froid, mais ils y ont quand même été. Et ceux-là, ce ne sont pas des maîtres. Ce sont des hommes, des femmes qui, humblement, ont traversé ce tunnel. Alors j'explique. On ne peut pas comparer Molière à Shakespeare, à Corneille, aux plus grands écrivains dramatiques de la scène. Il est nul. Je veux dire, Molière n'est pas un auteur de théâtre. C'est ridicule. On ne va pas comparer percer jusqu'au fond du cœur d'une atteinte. On ne peut pas. Je veux dire, Corneille a fait des choses sublissimes. La langue de Corneille, c'est une langue théâtrale. La langue de Shakespeare, c'est une langue théâtrale. Je veux dire, Jules César n'a jamais parlé comme le fait parler Shakespeare ou Marc-Antoine ou Brutus. Eux, ce sont des maîtres. Quant à Beethoven, c'est le Jean-Sébastien Bach, etc. C'est pas la musique de la vie. Sauf que Molière, si vous voulez savoir comment les gens parlaient au XVIIe, c'est chez Molière, les gens comme nous.
les gens de la vie. C'est un dialoguiste. C'est pas un auteur de théâtre, c'est un dialoguiste. Et il prend qui Molière? Il prend les gens de la vie. Il prend les âmes humaines. Il va pas chercher Néron, Cinna, Rodrigue et compagnie. Non, non, non. Il va chercher les gens qui sont autour de lui. Et non seulement il va chercher les gens qui sont autour de lui, mais traitant de sujets humains, profonds, bouleversants, il devient universel. Molière joué en Afrique par des acteurs africains noirs, joué en Chine par des Chinois, joué au fin fond de la Nouvelle-Zélande, ça devient... C'est pas du tout un Français de Louis XIV et de Versailles. Il est universel. De la même façon, Mozart et Racine. Mozart et Racine, si on met dans une pièce Shakespeare et Beethoven, tous les auteurs de théâtre du monde entier vont s'agenouiller devant eux. Tous les auteurs. Oui, 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 oui. Qui ne s'agenouille pas devant Shakespeare? Mais on croit... Excusez-moi, je m'appelle Anton Tchekhov, je m'agenouille... Oui, c'est très bien, parfait. Excusez-moi, je m'appelle Scarlatti, je m'appelle Monteverdi, je m'appelle Vivaldi, je m'appelle Verdi, excusez-moi, Oui, très bien, tout le monde. Sauf qu'il y en a deux que Beethoven et Shakespeare relèvent, c'est Mozart, à qui Beethoven dit « Je n'ai jamais su faire ça ». C'est-à-dire, et pareil pour Shakespeare, qui relève Racine, « J'ai jamais su faire ça ». Shakespeare a jamais écrit « Je ne t'ai point aimé, cruel, qu'ai-je donc fait ?» Il n'a jamais écrit ça. Aucune héroïne de Shakespeare n'arrive à la cheville de Hermione, de Phèdre, de Bérénice. C'est l'âme humaine. Quand tout d'un coup il dit « tout mon sang vers mon cœur se retire », il n'a jamais été foutu d'écrire ça, Shakespeare. Ça n'a rien à voir. C'est que tout d'un coup, Racine et Mozart, c'est pareil. Mozart, Beethoven n'a rien à apprendre de Mozart. Oui, sauf que Mozart a fait ce que Beethoven, et c'est là le secret, n'a pas rencontré l'âme humaine. Alors, ce qui veut dire que l'équivalent de Racine, de Mozart, c'est Camus. Et pourquoi? Parce que ce sont eux que l'on peut traduire, même si on est un culte, quand on écoute du Mozart, du Racine, ou quand on lit du Camus. N'importe quel être humain, un paysan, un viticulteur, un conducteur de bus à Caracas, il le traduit dans son âme, il le traduit dans son âme. Alors que les autres, ils feront « Oh, c'est pas pour moi, oh non, j'ose pas, oh, non, c'est trop compliqué, cette architecture-là. » Alors, ce qui veut dire que quand on a affaire à Camus, on a un auteur, un homme universel, et que ce qui est bouleversant dans le cas Camus, c'est de comprendre comment un être comme nous a pu, porté par un destin incroyable, en arriver là. Comme Chaplin, qui avait à Noël une orange comme cadeau de Noël. Son père, chanteur de music hall, avait baisé sa mère, une folle, Anna, qui est restée folle toute sa vie. Et elle avait ses enfants. Le môme abandonné à la Tamise, en plein Londres, épouvantable et tout. Et il va devenir, ce petit bonhomme, l'homme le plus célèbre du monde. Le plus célèbre du monde, Charlie Spencer Chaplin. Alors, Camus, Chaplin et les autres, on se dit à ce moment-là, je finis juste sur ça, c'est qu'on se dit à ce moment-là, pourquoi et comment. Et donc, quand pour le centenaire, Christophe Raymond m'a demandé d'écrire un livre sur Camus, j'ai pensé qu'il n'y avait que Camus qui pouvait écrire un livre sur lui. Et puis après, je me suis dit qu'effectivement, il y avait eu un moment dans la vie de Camus où c'est Barrault qui m'a raconté ça, il s'est passé l'événement suivant. Camus a donc le prix Nobel, on lui décerne, et donc il va prendre le train pour aller à Stockholm, parce que comme il est tuberculeux, il ne peut pas prendre l'avion, ça lui est interdit, donc il va prendre le train. Il va prendre le train avec son éditeur, Gallimard, et son épouse, et il est dans ce compartiment de train. Quand il va arriver là-bas, à Stockholm,
il a loué son smoking à la place de l'Odéon, dans le magasin. Il est tout beau, il est magnifique. Et il a promis de faire une conférence dans une université à Uppsala. Et dans cette conférence, il y a un jeune étudiant algérien qui l'agresse et qui le traite de tous les noms parce que la position d'Albert Camus vis-à-vis de l'Algérie française ou de l'Algérie algérienne ou des événements qui commençaient à terroriser l'Algérie n'était pas nette. Donc il lui demande de s'expliquer. Et Camus répond à une des questions qu'évidemment, s'il y a des bombes dans les tramways à Alger et qu'il y a sa mère dans le tramway, il est pour sa mère et pas pour les bombes. La phrase va faire le tour du monde. Et du jour au lendemain, les faux culs et les traîtres qui prenaient leur croissant au Flore ou au De Mago à refaire le monde, leur monde, se trompant totalement d'ailleurs sur la véritable situation à gauche comme à droite, vont saisir l'occasion pour vomir de haine et du venin de la jalousie tuer Camus. C'est-à-dire que dès l'instant où Camus va être pris dans cet étau représentatif, est-il un pied noir? Est-il un Français d'Algérie? Est-il un Algérien de souche française? Qui est-il? Et la vie de Camus, Barreau m'a raconté que sa vie à partir de ce moment-là a été tellement une vie passoire, me disait Barreau, une vie passoire dans laquelle tous les trous de la haine le tuaient, et il avait décidé d'arrêter de faire partie de la caste littéraire et de consacrer sa vie définitivement au théâtre. Donc, André Malraux va décider de le nommer administrateur de la Comédie Française. Donc, il va voir suivre une tournée de théâtre après avoir, depuis 2-3 ans déjà, consacré sa vie au Théâtre Antoine, consacré sa vie à cette troupe qu'il recommence à diriger et qui est pour lui la fondation de sa vie. Et la mort va le faucher. Et s'il n'avait pas été fauché par la mort, il aurait peut-être encore enfanté 2-3 livres, mais il aurait surtout enfanté 15 pièces. Et il aurait consacré sa vie au théâtre. Mais Camus est encore vivant, comme vous venez de le voir. Et oui, comme on disait, comme vous disiez, il y a des gens qui laissent des traces, il y en a qui laissent des empreintes. Et dans ce salon, c'est bête parce qu'on est tenu par le temps, mais c'est une belle empreinte qu'on a pour ce salon et qui restera. Alors, là, je peux pas. Après ça, j'ai rien à dire. Hein. Donc, simplement, si vous voulez continuer la conversation, bah, vous pourrez retrouver Francis Huster un peu plus loin là-bas. Et voilà, à mon avis, il est là pendant 3 jours et on va amener la lumière pour la nuit. Et il va vous parler vraiment, il va vous faire aimer Camus, il va vous faire aimer les livres, il va vous faire tout aimer, il va vous parler de théâtre. Donc, si vous voulez continuer ce grand moment, bah, je vous engage vraiment à le rencontrer juste un peu plus loin là-bas. Et bah voilà, merci beaucoup parce que ça a été un excellent moment. C'est moi qui vous remercie. Je tiens simplement à signaler que le camion de la prod derrière vient d'exploser parce que oui, c'est ça. Là, je crois que je vais me faire tuer parce que votre entretien devait être 5 minutes et on en est à un quart d'heure. Mais je crois qu'il y a des moments dont je crois que c'est ma dernière intervention. Je crois que je suis mort. Ils m'attendent avec des mitraillettes là. Donc, pardon. Voilà. Non, mais je vous remercie beaucoup parce que c'était un grand moment. Merci beaucoup.